Voyons à présent comment la logistique urbaine intègre les nouveaux enjeux sociétaux, comment les territoires adaptent la réglementation de la livraison des commerces en centre-ville dans un contexte, on vient de le voir, où le déploiement imminent des zones à faible émission imposera des modes de transport moins polluants, moins bruyants et où les livraisons aux particuliers, on l'a vu là encore, explosent en particulier depuis la crise sanitaire. Quelques 500 millions de colis sont livrés chaque année en France, ce qui génère de très fortes externalités négatives. Que dit la loi climat et résilience qui a été votée ce lundi au Sénat? Jusqu'à quel point la réglementation va devenir restrictive? Faisons le point sur l'état des lieux des zones à faible émission en Provence, Alpes, Côte d'Azur. J'invite tout de suite Pierre Franck, qu'on voit ici à l'écran, chef du service énergie et logement à la DREAL, à dresser le panorama du déploiement des ZFE dans la région sud. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci Nathalie, Bureau du Colombier, pour cette introduction. Merci Fabrice également. Je vous propose que la présentation soit projetée simultanément à ma prise de parole, si ça marche pour vous. Écoutez, voilà, j'ai l'impression que ça a l'air de projeter. Oui, ça diffuse, vous pouvez y aller. C'est bon. Donc, je propose qu'on passe tout de suite à la deuxième slide. Qu'est-ce qu'une zone à faible émission? Je vais vous faire une présentation un tout petit peu générale, mais évidemment, on zoomera rapidement sur la logistique urbaine et puis toute la suite du colloque aussi va le permettre. Donc, une zone à faible émission, c'est un outil parmi d'autres. Hein. Ce n'est pas forcément le seul, loin de là, mais c'est un outil d'amélioration de la qualité de l'air qui consiste en fait sur un territoire donné, en général plutôt un territoire, un centre-ville, à instaurer une interdiction d'accès pour certaines catégories de véhicules, en général à certaines heures, mais c'est la logique, c'est que ce soit pérenne dans le temps. Et cette interdiction d'accès se fait sur la base de la fameuse vignette critère que je pense que vous connaissez tous aujourd'hui. Alors, peut-être pour qu'il n'y ait pas de confusion, une ZFE, ce n'est pas des mesures de restriction mises en œuvre uniquement lors des épisodes de pollution. Donc, à ne pas confondre avec le déploiement, par exemple, de la circulation différenciée en cas de pic de pollution, qui, elle, est vraiment sur une courte durée. Ce n'est pas non plus une interdiction de circulation ciblée en fonction de l'origine géographique des véhicules ou du poids ou de la taille des véhicules. Et ce n'est pas non plus à confondre avec les zones à trafic limité. En tout cas, c'est un dispositif qui n'est pas beaucoup développé en France pour le moment, puisqu'il y a 2 ZFE qui sont en service, enfin 3, une dans Paris, le Grand Paris et puis Grenoble. Et par contre, en Europe, c'est un outil qui est largement utilisé depuis un certain nombre d'années déjà, puisque 230 ZFE sont développés. Slide suivante. Peut-être 2-3 mots sur le cadre réglementaire. La loi d'orientation des mobilités et le décret du 16 septembre 2020 qui vient en application de cette loi impose la réalisation d'une zone à faible émission avant le 31 décembre 2020. Donc, vous voyez qu'on n'est pas forcément en avance, hein, et cela dans les métropoles qui sont soumises au dépassement des valeurs limites, soit en dioxyde d'azote, soit en particules PM10, PM2,5, au moins 3 années sur les 5 dernières années. Donc, pour PACA, concrètement, ça concerne Aix-Marseille, ça concerne Nice et la métropole toulonnaise. L'arrêté qui instaure la ZFE doit être pris par le maire ou le président de l'EPCI en fonction de la collectivité qui dispose du pouvoir de police de la circulation. Donc ça, c'est, on va dire, le cadre réglementaire existant. En parallèle est en train d'émerger un cadre réglementaire, législatif, si je puis dire, complémentaire, puisque la loi climat et résilience qui a fait l'objet d'un premier vote à l'Assemblée nationale, puis d'un vote au Sénat et donc qui passera en deuxième lecture prochainement, n'a pas encore stabilisé le dispositif, mais on envisage l'obligation de réaliser des zones à faible émission dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants. Donc, du coup, ça fait augmenter sensiblement
le nombre de collectivités. Typiquement, ça imposerait pour nous en région Provence-Alpes-Côte d'Azur d'instaurer une ZFE sur l'aire avignonnaise. Et la loi, en tout cas telle que le souhaite le gouvernement ou telle que c'était dans le projet de loi porté par le gouvernement, fixe également des délais pour interdire certaines catégories de véhicules. Par exemple, les véhicules légers pouvant être interdits, en tout cas sur la base de certaines vignettes critères, dès 2023. Je pense qu'il faut bien avoir en tête que le sujet est actuellement extrêmement politique. C'est un sujet irritant qui, d'ailleurs, on l'a bien vu lors des débats au Sénat, est un sujet dont on risque de continuer à entendre parler dans les prochaines semaines. Et donc, bien malin est celui qui est capable de dire exactement comment va se stabiliser le cadre législatif puis réglementaire sur ce sujet. Peut-être pour aiguiller un petit peu la manière dont se met en place une ZFE, hein, quand une collectivité a un projet de ZFE, celui-ci doit comprendre certaines informations, le territoire et le domaine routier concerné, les mesures de restriction et de circulation applicables, les catégories de véhicules concernés par l'interdiction, la durée d'instauration de la ZFE mise en place. Souvent, c'est du 6h, 20h, voilà, par exemple, en journée. Il peut y avoir des différences pour le week-end. La procédure et les motifs de délivrance et de retrait des dérogations, puisque là aussi, il peut y avoir un certain nombre de dérogations. Et c'est évidemment un sujet qui peut intéresser les professionnels du transport. Les modalités relatives à l'obtention et aux conditions dans lesquelles le justificatif de la dérogation est rendu visible ou tenu à la disposition des agents de contrôle doit aussi être spécifié. Voilà, et donc une étude réglementaire doit être menée, une étude d'impact. Le public doit également être consulté, donc il y a toute une phase de concertation. Et d'une manière générale, il est attendu que la ZFE mise en place soit évaluée tous les 3 ans au minimum. Voilà un peu ce que fixe le cadre réglementaire. Alors, tout ça pourquoi, j'ai envie, vous pourriez me dire, eh bien, regardons un petit peu quelle est l'efficacité des ZFE. D'une manière générale, sur l'ensemble des territoires sur lesquels des ZFE ont été mis en place, des études ont été menées, et il apparaît que le fait de déclencher une ZFE améliore quand même sensiblement les concentrations en oxyde d'azote et en particules fines. Vous voyez, jusqu'à 12% pour les oxydes d'azote, les PM10, jusqu'à 15% pour les PM2,5, et surtout en black carbone, qui est émis beaucoup par les pots d'échappement, hein, jusqu'à 52%. Alors évidemment, tout cela dépend du reste de la pollution, hein, et des autres sources de pollution. Plus le transport routier a un rôle important dans la pollution de fond, et plus évidemment la ZFE va avoir d'efficacité. On note quand même également que le fait de mettre en place une ZFE diminue sensiblement, hein, le nombre de jours de dépassement de la valeur limite pour les PM10. Donc, du coup, aussi, le nombre de jours, on se trouve en situation de pic de pollution. Alors, pour réussir sa ZFE, c'est pas simple, hein. Évidemment, il y a forcément des gagnants et des perdants. Et donc, les perdants se font entendre, peuvent manifester leur mécontentement. Donc, il y a un enjeu fort, hein, pour toute collectivité qui s'attaque à ce défi-là, qui est d'essayer de gagner l'acceptabilité. Ça suppose d'associer la population au sens large, et les professionnels du transport en font bien entendu partie, avec des concertations en amont, en aval, sur le contenu de la mesure, son efficacité, les modalités pratiques, les dispositifs d'aide. Donc, il faut être clair là-dessus. C'est important d'être vraiment le plus transparent possible et le plus en amont possible. D'une manière générale, on s'aperçoit, les retours d'expérience montrent aussi que plus le dispositif est perçu comme efficace, plus il sera acceptable en fait, par les populations concernées. Il n'y a rien de pire qu'une ZFE enquiquinante qui ne sert pas à grand-chose. Donc, des ZFE qui seraient finalement trop peu ambitieuses pourraient paraître comme étant un dispositif facile à mettre en place, et en fait, il s'avère que ce n'est pas aussi simple que ça.
Ce qui est intéressant également, c'est d'être bien clair sur la progressivité du dispositif et de donner la possibilité aux acteurs, que ce soit les transporteurs ou les usagers particuliers, de s'adapter, de s'équiper progressivement. L'autre nécessité, c'est de proposer une vision cohérente, c'est-à-dire que la ZFE doit être perçue en bonne intelligence avec le plan de mobilité qu'il y a sur la collectivité. Des mesures de flexibilité et d'accompagnement doivent être mises en place. Et enfin, le contrôle est également important et je vais y revenir. Alors, l'État dans tout ça, quel accompagnement propose-t-il au-delà effectivement de l'appui réglementaire, hein, avec tout le dispositif mis en place pour s'équiper en vignette critères qui coûte quand même que 3,67 € pour les personnes qui veulent acheter leur vignette, qui peut investir également, en particulier sur le réseau routier national, sur un certain nombre de panneaux. Il y a un accompagnement technique qui est proposé aux collectivités et l'Adréal accompagne un certain nombre de collectivités dans leur démarche de mise en place de ZFE. Et il y a des appuis financiers sous forme de l'appel à projet de l'ADEME sur les territoires sur lesquels se mettent en place des ZFE. Il y a 2 millions d'euros mobilisables sur les crédits de l'ADEME. Il y a un soutien au renouvellement du parc roulant via la prime à la conversion, le bonus écologique et une aide supplémentaire de 1 000 € pour les personnes vivant dans une ZFE et voulant renouveler leur véhicule pour investir dans un véhicule propre. Et puis, il y a la question du contrôle qui est un vrai sujet, qui est un sujet important puisqu'il y a en gros 3 modalités. Il y a le contrôle par interception, mais qui est un petit peu fastidieux puisque ça suppose d'arrêter le véhicule, de bien regarder sa vignette, etc. Ça, c'est, on va dire, le contrôle le plus basique en bord de route. Il y a celui par vidéo-verbalisation assistée par ordinateur. C'est un dispositif de contrôle qui est pas forcément hyper simple et hyper automatisé encore. Finalement, ça ressemble un petit peu à la verbalisation qui peut être faite aujourd'hui sur les voies bus sur autoroute. Et puis, il y a ce qu'il y a de plus efficace et ce vers quoi on tend, mais qui n'est pas encore mis en place. Ça devrait être mis en place fin 2022, début 2023, qui est le contrôle automatisé par radar. Et où là, le contrôle pourra s'opérer de façon totalement automatisée par des équipements de terrain. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les véhicules ne seront pas tous flashés d'une certaine manière. Pas plus de 15% du nombre moyen journalier de véhicules circulant dans la zone sera flashé. Et il y a une logique de reconnaissance de plaque qui, la plaque étant elle-même associée à une vignette critère, permet de savoir si le véhicule est en infraction ou pas. Alors, en PACA, où en sommes-nous en PACA, donc sur Marseille, bon, je ne vais pas m'étendre puisqu'il y a une présentation juste après qui va être faite. J'attire juste l'attention sur le fait que aujourd'hui, on a une ZFE qui est ciblée sur la ville de Marseille, mais qui a dans les textes et dans la loi une attente, qui est une réflexion aussi qui soit étendue à l'ensemble de la métropole. Et cela sans ralentir la mise en œuvre à Marseille. Et deuxième point d'attention, c'est qu'il serait vraiment judicieux et pertinent que le périmètre de la ZFE soit bien mis en cohérence avec celui qui est antérieur et qui est celui du plan d'urgence transport et qui avait d'ailleurs été discuté et négocié avec les représentants de la métropole et de la ville il y a maintenant bientôt 3 ans. Sur Nice, une étude est en cours conduite par la métropole NCA avec un périmètre a priori assez réduit du parc Phoenix au Vieux-Nice en passant par l'hypercentre. Des informations qu'on a, l'objectif dans un premier temps est d'interdire uniquement les poids lourds, critère 5 et non classés, dès 2022, puis dès 2023, les poids lourds critères 3, 4, 5 et non classés, et seulement les véhicules légers
à partir de 2025, ce qui peut, cas échéant, si la loi climat et résilience est votée telle qu'elle a été proposée par le gouvernement dans son projet de loi, poser un petit problème de cohérence avec ce que prévoirait la loi, puisque la loi indiquerait que dès 2023, un certain nombre de véhicules légers devraient être interdits de circuler dans les ZFE. Et enfin, pour finir, donc sur Toulon, une étude est engagée, est entamée par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, avec un engagement de mise en œuvre en 2023, mais aujourd'hui un périmètre et une ambition sur les types de véhicules qui sont absolument inconnus. Une question assez forte quand même, qui reste en suspens, qui est quid de l'autoroute A50 et A57, puisque l'autoroute, puis le tunnel, puis la 57 traverse la ville et que le long de ces autoroutes, un certain nombre de populations sont exposées et que, comme on peut l'imaginer, ce n'est pas forcément très simple de mettre en place une ZFE sur une autoroute qui a une vocation de transit. Et enfin, sur l'aire avignonnaise, il y a une étude qui est à mener dans le cadre du PCAET, du plan climat-air énergie territorial, et à mener également en bonne articulation avec le plan d'urgence transport qui est sur le point d'être finalisé. Voilà, je ne fais pas plus long, j'ai peut-être un petit peu dépassé le temps, je vous prie de m'en excuser et je vous remercie. Merci beaucoup, Pierre Franc, pour cet exposé détaillé. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à tout moment dans le chat. Allons voir à présent ce qui se passe dans le détail au niveau de la ville de Marseille. Camille Larger, vous êtes directeur général adjoint à la direction de la mobilité et du stationnement à la ville de Marseille. Est-ce que vous avez une idée du nombre de véhicules de livraison, de poids lourds qui circulent quotidiennement dans notre ville ? Alors bonjour à Nathalie, bonjour à tous les participants et merci pour cette invitation au colloque. Oui, on a quelques idées du nombre de véhicules de livraison parce que dans le cadre du schéma directeur logistique qui est réalisé par la métropole Aix-Marseille-Provence, les flux qui sont liés à la logistique urbaine ont pu être modélisés par un cabinet spécialisé. Alors, on n'a pas la distinction entre les livraisons poids lourds et les autres types de véhicules, mais on sait tout de même qu'on a environ 63 000 mouvements quotidiens sur la ville de Marseille. Par mouvement, on entend la réception, l'expédition ou des opérations conjointes qui ont pour origine et destination un établissement économique, bien sûr effectué à l'aide d'un véhicule motorisé. Donc, ça représente au total environ 20 000 véhicules par jour sur Marseille. Donc, on a ce type d'information qui nous est donné par la métropole et on travaille aussi avec l'AGAM, qui est l'agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise, sur ces sujets. Pour la ville de Marseille, ces données, elles sont très utiles en fait pour nous permettre de mettre en œuvre les pouvoirs de police du maire en matière de circulation et de stationnement de manière cohérente par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Et la ville a créé en 2019 une zone de trafic régulée, ZTR, en centre-ville. Quel est l'objectif de cette zone, Camille, et son périmètre ? Alors peut-être qu'on peut projeter la slide voilà, qui explique un peu les contours de cette zone de trafic régulé. Donc c'est vrai qu'on connaît maintenant, grâce à Pierre Franc, les ZFE, on connaît les ZTL. Marseille a mis en œuvre une ZTR, une zone de trafic régulé, avec des principes conducteurs qui visaient à réduire l'encombrement en voirie, à fluidifier la circulation en hypercentre, améliorer le cadre de vie, bien sûr, et inciter par une réglementation à de nouvelles pratiques, promouvoir des véhicules moins encombrants et moins polluants. On partait du constat en fait, que le centre-ville de Marseille ne bénéficiait pas d'une réglementation ni de moyens de contrôle ciblés. La réglementation était mal connue et pas forcément très respectée, malheureusement. Et le centre-ville de Marseille, donc vous le voyez sur la carte, concentrait toutes les problématiques liées à la raréfaction de l'espace public dédié au stationnement, notamment avec les extensions des aires piétonnes. Donc le territoire concerné, c'est dans un premier temps le centre-ville qui est délimité par les boulevards de contournement du Vieux-Port. Cette réglementation, elle vise aussi à pouvoir s'étendre sur d'autres périmètres, notamment des noyaux villageois. Mais voilà, dans un premier temps, c'est ce périmètre qu'on voit à l'écran.
On a travaillé cette ZTR évidemment en concertation avec les mairies de secteur, la métropole et la gamme. Et on a aussi inclus les acteurs économiques, la Chambre des métiers, la CCI, les commerçants et les représentants des logisticiens et des transporteurs de Marseille. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail des orientations que vous pouvez voir en bas de la slide, mais voilà, juste pour remettre un peu dans le contexte, quand on est en dehors de la ZTR de Marseille, on a le stationnement qui est interdit sur chaussée aux heures de pointe et autorisé le reste du temps. Dans cette zone de trafic régulé, le stationnement sur chaussée est interdit toute la journée. On interdit aussi les gabarits supérieurs à 12 mètres. Et de 8h à 4h du matin, c'est interdit aux gabarits de plus de 7 mètres. Les camions de 7 à 12 mètres peuvent encore livrer entre 4h et 8h. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Si des participants sont intéressés pour avoir le détail et les arrêtés, je pourrais tout à fait les transmettre. Juste un mot aussi sur les normes de bruit, puisqu'on a travaillé aussi sur ce sujet. Évidemment que les livraisons nocturnes sont soumises à l'utilisation de véhicules conformes à la certification anti-bruit qu'on nomme PIEC, puisque le but de cette réglementation est aussi d'apaiser le cadre de vie des Marseillais. Et Camille Larget, comment cette zone est-elle régulée? Alors, on a parlé de la réglementation qui se fait par la prise d'arrêtés municipaux. La ville a aussi fait le choix de réintroduire le disque bleu pour permettre un meilleur contrôle des aires de livraison. Sur le contrôle, justement, on a réorienté nos agents de surveillance de la voie publique sur le centre-ville, sur les aires de livraison. Et on déploie aussi, vous avez l'exemple, une illustration à l'écran, on déploie aussi un outil de supervision qui se fait à l'aide de capteurs au sol sur les aires de livraison, sur les aires d'arrêt minute. Ces capteurs sont reliés à un centre de supervision urbain qui est capable de mobiliser une équipe de surveillance dédiée vraiment à ces aires avec une rapidité d'intervention par le biais de personnes, d'agents assermentés en scooter. Donc, ensuite, pour les équipements, on a fait le choix de sacraliser les espaces de livraison. Donc, c'est augmenter les aires mutualisées, systématiser, quand on arrive sur un tronçon de voie, les aires qui sont portées à 15 mètres, des aires de livraison à 15 mètres pour permettre justement les livraisons des gabarits jusqu'à 12 mètres en comptant le haillon. On a évidemment consolidé l'offre des aires de livraison. On en a 146 dans la ZTR que je vous ai présentée. Et on cherche aussi à promouvoir les espaces de dégroupage. On travaille sur le foncier logistique. Alors, c'est notre DGA Urbanisme qui traite ces sujets-là. On travaille avec nos collègues de la métropole pour identifier les opportunités à proximité des nouvelles aires piétonnes. On connaît un peu tous les enjeux d'organisation de la chaîne logistique de distribution pour la desserte du centre-ville. Et pour nous, la logique, c'est de concilier à la fois le confort des habitants et la vitalité des commerces dans ces espaces. D'accord. Et autre sujet d'actualité cette fois, quand est-ce que justement sera appliquée la ZFE à Marseille et sur quel périmètre? Alors, Pierre-Franc vous a donné déjà quelques petits indices tout à l'heure. Donc, sur le périmètre, vous l'avez à l'écran, il a été déterminé en 2019. Il s'agit d'un périmètre appelé centre-ville élargi, qui a été déterminé notamment en fonction de la population et des établissements scolaires exposés à la pollution de l'air. Donc, on peut voir qu'avec ce périmètre choisi, on a 42 000 élèves et 314 000 habitants qui seront concernés par la ZFE qui sera mis en place prochainement. Peut-être évoquer le calendrier, puisque vous le voyez, on a déjà fait le choix de périmètre en 2019. L'étude des scénarios dont Pierre-Franc a parlé aussi dans le premier semestre 2020. Suite à ce choix du périmètre, on a fait quand même un important travail, je dis on, mais ça a été fait conjointement avec la métropole, un travail d'identification des impacts de la ZFE sur certains secteurs économiques et professionnels locaux qui a été réalisé. Donc, on a 6 groupes qui ont été rencontrés lors des groupes de travail du comité technique élargi aux partenaires, avec notamment le Grand Port Maritime de Marseille, la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers et de l'artisanat.
Ça a permis en fait d'échanger sur les flottes actuelles des véhicules professionnels, les perspectives ou non de renouvellement de leur parc, la sensibilité aussi qu'ils avaient sur les enjeux de qualité de l'air et de l'environnement. Donc, on a vraiment eu une représentation générale, bien qu'un peu imprécise, des différents parcs pour chacune des grandes typologies des secteurs professionnels rencontrés. Sur la suite du planning, vous pouvez le voir en bas à droite, la mise en consultation réglementaire se fera à partir de septembre. Et donc, ce sera l'occasion pour le public de pouvoir commenter la proposition qui sera faite par la ville ou par la métropole. Merci beaucoup Camille Larger pour cet exposé précis et concis. Est-ce que je m'adresse… Nathalie, Oui. Si vous voulez, on peut encore, si on a encore un petit moment, on peut peut-être aborder les catégories qui vont bénéficier de dérogation. Allez, 2 petites minutes. Allez, 2 petites minutes, parce que je pense que c'est un la sujet dérogation, c'est important, oui, en effet. Oui. Bon, les dérogations seront de 3 types. Évidemment, il y a les dérogations permanentes nationales qui s'appliquent à toutes les ZFE. On parle des véhicules d'intérêt général, police, ambulance. Les véhicules qui affichent une carte mobilité inclusion, les cartes PMR, et les véhicules de transport en commun, bien sûr. On aura aussi des dérogations permanentes locales. Alors, ces dérogations, elles font partie de la mise à disposition du public lors de la consultation, mais on peut déjà dire qu'à l'image de ce que fait Lyon ou Grenoble, par exemple, les convois exceptionnels qui seront munis d'une autorisation préfectorale seront concernés, et des dérogations temporaires locales qui laisseront le temps en fait, à certains publics de s'adapter et concerneront notamment des engins à haute technicité ou des professionnels qui pourront justifier de l'achat d'un véhicule utilitaire léger ou d'un poids lourd, mais dont le délai de livraison est prévu après l'entrée en vigueur des premières mesures de la ZFE. On fera l'instruction de ces demandes de dérogation. On travaille en ce moment à la mise en place d'un guichet numérique pour faciliter les demandes directement sur le site internet de la ville de Marseille. Donc, toutes les pièces justificatives nécessaires seront précisées dans l'arrêté municipal qui sera mis en consultation à la fin de l'été. Voilà pour un peu dégrossir le sujet dérogation et dévoiler un peu les premières mesures qui seront mises à la consultation en septembre. Merci Camille. Restez avec nous. Allons voir tout de suite s'il y a des questions pour nos 2 premiers intervenants. Johan, est-ce que vous êtes avec nous? Je suis là. N'hésitez pas à poser vos questions tout de suite. Donc, j'ai eu une question de Robert Franceschi. C'est concernant, donc, que pensez-vous d'un cross-docking mixte alimenté par fer sur le site du CTT SNCF à Pas-des-Lanciers, ZI de Vitrolles? Un autre pourrait être installé sur la zone des Bréguières dans le Var. Les installations ferroviaires existent ou sont à proximité. Le dernier kilomètre, la livraison à domicile, étant assurée par des véhicules à motorisation électrique. Pierre-Franc? La question est posée pour le cross-docking mixte alimenté par fer. Alors, merci pour cette première question, pas forcément très évidente, mais on va quand même essayer d'y répondre. Non, je pense que d'une manière générale, c'est vrai qu'on voit émerger un peu à différents endroits en France. Et je sais qu'en région parisienne, il y a des initiatives de ce type, soit pour desservir le centre-ville de Paris en ayant des points de cross-docking à l'extérieur de la capitale. Ce sont des dispositifs qui peuvent être efficaces, mais qui méritent d'être regardés vraiment dans leur ensemble, sur l'ensemble de la chaîne, puisque ce cross-docking impose finalement une rupture de charge, donc il y a des coûts de manutention. Donc, il faut vérifier, il faut voir si le modèle économique tient.
Ça renvoie également un peu aux débats qui peuvent exister sur les plateformes de mutualisation, de logistique mutualisée, où on a, même si ça ne vient pas par faire, mais des poids lourds, des gros poids lourds, on va dire, qui convergent vers des grandes plateformes logistiques pour ensuite faire de la livraison du dernier kilomètre avec à nouveau une rupture de charge. Donc, dans l'absolu, pourquoi pas? Ce sont souvent des dispositifs qui sont assez séduisants de prime abord, mais qui méritent d'être analysés un peu finement pour voir, un, s'il y a un modèle économique et deux, même s'il y a une réelle efficacité. Pas des Lanciers, c'est pas très loin c'est pas très très loin de Marseille. On peut imaginer d'avoir des navettes, effectivement, avec des véhicules électriques qui navettent, mais on peut aussi imaginer peut-être d'avoir des points de convergence un peu plus près de la ville, type au niveau de Sogaris ou un peu plus près du centre de Marseille. Donc, tout ça mérite d'être regardé. Et la zone des Bréguières, c'est également une zone intéressante, mais là, en l'occurrence, les Bréguières, c'est quand même pas tout près des principales métropoles que l'on va retrouver à Toulon ou à Nice. Et on commence à arriver sur un dernier kilomètre qui est un peu plus long, là, en l'occurrence. Donc, pour moi, ce n'est pas forcément tout à fait comparable. Je pense que l'idée de la plateforme des Bréguières, c'est pas forcément pour derrière faire de la logistique du tout dernier kilomètre. Mais bon, ça, encore une fois, ça mérite d'être analysé un peu plus finement et je ne voudrais pas donner une réponse à n'importe pièce.